Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va démarrer avec notre focus. D'abord, on part à la découverte d'une jeune créatrice de contenu qui s'impose, c'est vrai, dans l'univers souvent masculin du sport automobile. Passionnée de F1, de GT, d'endurance, Anna Honner, c'est son nom, partage son enthousiasme et son expertise aussi avec une communauté grandissante sur les réseaux sociaux. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippe. Ça va bien? Très bien, et vous? Merci, très bien. De quoi vous allez nous parler? Eh bien, je vais vous parler de la nouvelle mise à jour d'Apple, iOS 26. Qui fait grand bruit. Plein de choses à dire. On voit ça avec vous dans un instant, Lisa. Et puis, nos deux sujets du jour aujourd'hui dans l'émission. D'abord, un simple clic peut aujourd'hui propulser une fake news au sommet des tendances pendant qu'une enquête rigoureuse reste dans l'ombre. Deepfake, algorithme opaque, manipulation de l'opinion. Le numérique bouleverse, vous le savez, notre rapport à l'information et donc à la démocratie. Comment en est-on arrivé là et avec quels risques aussi pour l'avenir? On en parle dans la première partie de l'émission. Et puis en deuxième partie, faut-il choquer pour éduquer? La série Adolescence, inspirée d'un fait divers glaçant, entre dans les salles de classe en France avec un objectif, ouvrir les yeux des adolescents sur les dérives des réseaux sociaux et les discours de haine. Un outil choc, bien sûr, mais suffira-t-il à provoquer une vraie prise de conscience? On en parle dans un instant, juste après le focus. Ancienne animatrice radio devenue créatrice de contenu, Anna Honner s'impose comme une figure montante du web. Elle trace aujourd'hui sa route dans l'univers du sport automobile où elle partage, au travers notamment de vidéos, sa passion pour la vitesse et pour les pneumatiques. Elle est notre focus du jour, présenté par Dylan Coller. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On met notre ceinture et on passe à la vitesse supérieure. Anna Honner, de son vrai nom Anastasia Lopez, partage sa passion dévorante pour le monde de l'automobile à travers des vidéos toujours plus divertissantes. Avec plus de 40 000 abonnés, la jeune femme de 27 ans réunit sur sa chaîne YouTube une communauté de passionnés. Après des études dans l'animation radio sur la capitale, des expériences pour Chéri FM et Fun Radio, Anna Honner se lance sur les réseaux avec une idée en tête, vivre de son amour pour les sports auto, qu'ils soient virtuels comme physiques. Depuis 2022, elle se lance également dans le sim racing, jeu vidéo visant à reproduire de manière réaliste la compétition automobile. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la conduite, la vraie. Des essais palpitants de Porsche, Renault ou BMW, à son premier week-end de course en championnat FFSA Tourisme, en passant par sa participation au GP Explorer, cette pilote prometteuse nous fait vivre ses aventures comme si nous y étions. Là, on a encore 2 sessions de F4 ce matin. Grosse journée de roulage. On est là avec Alpine et avec Winfield, qui est une école de pilotage qui est située au circuit Paul Ricard. Donc on est très bien entouré, très bien encadré. Donc ça va être une très bonne journée de roulage. Et ça fait du bien de reprendre un petit peu après le GP. Bon, vos sensations, ça va? Ça va. Et sa passion va bien au-delà du pilotage. Sur sa chaîne, elle fait découvrir les coulisses des paddocks, décrypte les courses du moment et s'immerge dans le monde des ingénieurs et des pneumatiques. Grâce à elle, le sport auto devient accessible, inclusif et inspirant. Par son engagement, la jeune femme s'affranchit des barrières et démontre que la passion n'a pas de limite. De quoi donner des idées pour performer sur comme en dehors des circuits. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Ciao, ciao. Allez, autre chose maintenant, fake news, cyberharcèlement ou encore vidéos truquées. Le numérique, c'est aussi un terrain d'affrontement où tout se joue à coups de like et de partage et en quelques clics. Une publication peut influencer une élection, ruiner une réputation ou manipuler l'opinion publique. Et souvent, on ne voit rien venir. Alors comment justement fonctionnent ces mécanismes invisibles? Qui décide de ce qui vient viral ou pas? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ne pas subir justement un nouveau chaos informationnel? On décrypte les enjeux ensemble à l'ère de la démocratie numérique, tout de suite dans la première partie du talk.
Et on le fait avec notre experte en actualité technologique. Justement, elle est là chaque semaine avec nous et c'est toujours un immense plaisir de la voir. Lisa de Bernard. Les algorithmes de recommandation sélectionnent pour nous ce que nous voyons en ligne, sans qu'on le sache vraiment, c'est ça la limite. Peut-on dire aujourd'hui, Lisa, que les plateformes choisissent pour nous notre réalité sans vraiment bénéficier de notre consentement? Oui, il y a de ça effectivement. Il y a des études qui démontrent par exemple que sur YouTube, 70% du temps de visionnage est dirigé en fait par les recommandations algorithmiques, en sachant que bien évidemment le fonctionnement déjà des algorithmes en eux-mêmes est souvent très opaque, donc on n'a pas du tout conscience de ce qui les alimente, etc. Même si on sait en partie que nos clics bien évidemment induisent des biais, alimentent cet algorithme, etc. Mais voilà, effectivement, il y a quand même un effet bulle de filtre. On renforce nos propres opinions en étant exposé à du contenu similaire à celui qu'on a déjà consulté. Et voilà, donc effectivement, et puis surtout, très important, quand on sort de plateformes hors YouTube, etc., et qu'on se retrouve par exemple sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des personnes qui payent pour booster leur contenu. Donc ça aussi, ça a un impact sur les algorithmes. Et bien évidemment, ça, on n'en a pas toujours conscience quand on est un utilisateur. Effectivement, très important à rappeler. Merci Lisa. Et c'est vrai que maintenant aussi, grâce à un smartphone, un téléphone portable, chacun peut publier, peut commenter, peut éditer, diffuser aussi des contenus. Cette démocratisation aujourd'hui, Lisa, des outils de communication, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une menace pour la démocratie ? Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Bien évidemment, c'est une chance dans la mesure où ça a permis de démocratiser, enfin de donner un accès à la parole à beaucoup de gens, à quiconque d'ailleurs est sur les réseaux sociaux et est en possession de ces outils numériques. Par exemple, ça permet de témoigner, de se mobiliser sur des causes qui nous tiennent à cœur. Si on prend des exemples qui parlent à tout le monde, par exemple le mouvement MeToo ou encore les printemps arabes, tout ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, c'est une chance. En revanche, il y a aussi le pendant un petit peu désagréable de tout ça, c'est que c'est aussi des réseaux qui permettent une instantanéité et qui favorisent donc la diffusion potentiellement de fake news. Et puis, encore une fois, il y a aussi toute cette notion de réseau, forcément, en fonction de qui on suit, etc. On peut s'enfermer dans ses propres opinions. Il y a de nombreuses études qui démontrent, là encore, aujourd'hui, que, par exemple, tout ce qui est théorie du complot, c'est alimenté justement par le numérique parce qu'il y a cette facilité. Par exemple, si vous prenez les théories sur le Covid-19, une étude d'Harvard avait démontré que les contenus complotistes avaient un taux de partage 3 fois supérieur aux informations véridiques, vérifiées. C'est énorme. Donc, voilà, il y a du positif. Et bien évidemment, il y a du négatif. Toujours. Effectivement, et sur les réseaux, c'est vrai qu'une information fausse peut avoir autant d'impact, vous nous l'avez dit, qu'un article d'investigation où les informations sont vérifiées, recherchées. Est-ce que là, Lisa, on est en train d'assister à la mort de la hiérarchie de l'information, quelque part ? Alors malheureusement, oui, il y a du moins un affaiblissement dans la mesure où on va prendre par exemple X et Meta qui ont fait des annonces il y a très peu de temps, justement sur tout ce qui est modération. Par exemple, donc sur Meta, la modération a été partiellement déléguée aux utilisateurs. Sur X, c'est pareil avec des notes communautaires. Donc là, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de garde-fous. Et puis, bien évidemment, aussi, on a d'un autre côté, du côté des rédactions, on a aussi l'émergence d'un journalisme un peu algorithmique, forcément, puisque pour pouvoir justement se retrouver en compétition à peu près juste avec les contenus qui peuvent être faux ou influencés, il faut aussi pouvoir répondre aux logiques des algorithmes. Et bien évidemment, les rédactions s'adaptent et ça brouille un petit peu la frontière, malheureusement, entre l'info et le marketing par moment. Mais pas sûr qu'on puisse encore parler de vérité à l'heure où, effectivement, chaque opinion peut circuler à la même vitesse qu'un fait vérifié. Les plateformes, vous nous l'avez dit, optimisent l'attention, pas la véracité. La recherche du clic est devenue plus puissante que celle de la vérité, on l'a bien compris. La faute sans doute aux algorithmes. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Lisa, que les plateformes ont un pouvoir éditorial comparable aujourd'hui à celui des médias traditionnels ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que même si elles ne produisent pas
par elles-mêmes de l'information, puisque ce sont les utilisateurs qui le font, bien évidemment, elles orchestrent en fait ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire justement tout ce qui se passe au niveau des algorithmes. C'est elles qui restent responsables de comment leurs algorithmes fonctionnent. On a par exemple toutes les notions de shadow banning, de mise en avant au contraire de d'autres contenus, de déréférencement, et ça forcément ça a une implication sur ce qui va circuler sur ces plateformes. Et la problématique, c'est que contrairement aux médias qui, a priori, sont tenus à une exigence quand même de transparence, sur ces plateformes, on l'a quand même beaucoup moins. Donc, on ne peut pas forcément comprendre justement ce qui est poussé et ce qui est au contraire mis de côté. Alors, je crois qu'il y a un simulateur en ligne aujourd'hui qui permet justement de comprendre de manière concrète comment une publication devient virale. Vous l'avez testé ? Je l'ai testé, effectivement. Et donc, pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne, on arrive sur un site avec donc un écran noir et avec des petits smileys de couleurs qui se promènent sur l'écran. Vous avez plusieurs paramètres. Vous avez le nombre de personnes, le rayon d'influence de ces personnes, l'attraction entre ces personnes, c'est-à-dire la volonté ou non de se rapprocher. Vous avez l'exposition aux couleurs qui, selon eux, est de ce qu'ils appellent en fait les différentes opinions. Chaque petit smiley qui est une couleur a une opinion. Et puis après, vous avez des niveaux d'aléa, le type de réseau que vous avez, donc soit affinitaire, soit neutre. Et l'idée, c'est que vous pouvez bouger ces petits paramètres et voir du coup l'effet que ça a sur les déplacements de ces petits smileys. Et donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir observer, effectivement, par exemple, si vous avez peu d'exposition aux couleurs, c'est-à-dire peu d'exposition aux différentes opinions, que les différents groupes d'opinions vont finalement très vite se retrouver les uns entre les autres, donc en fait alimenter leurs propres opinions. Si, par exemple, vous mettez un rayon d'influence beaucoup plus grand, vous verrez que les groupes seront bien plus définis autour d'une seule et même opinion. Bon, bref, c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça. Je vous invite à tous le tester finalement pour comprendre, même si de prime abord ça peut être un peu abrupt quand on arrive sur l'écran, mais c'est extrêmement intéressant pour comprendre les logiques effectivement derrière les algorithmes. Alors le rapport de l'Observatoire du long terme appelle justement, et il est à l'origine de cet outil-là dont vous nous avez parlé, appelle à une lecture pluridisciplinaire du numérique. Il devient urgent donc, de ce qu'on comprend, de faire dialoguer technologues, politiques, sociologues, journalistes aussi autour de ces enjeux. Tout à fait, et c'est déjà le cas. Heureusement, on s'est saisi de ce sujet il y a quand même assez longtemps, puisque de toute façon, les algorithmes et le numérique, de manière générale, de toute façon, ce sont des produits à la fois culturels, sociaux et économiques. Et pour vous donner des exemples très concrets, on a par exemple le Comité national pilote d'éthique au numérique, qui est réuni donc depuis 2019, donc c'est dire que ça commence un petit peu à dater, qui réunit donc des philosophes, des juristes, des sociologues, des ingénieurs pour évaluer justement les implications du numérique sur plusieurs sujets. Et pourquoi je vous parle spécifiquement de cette entité, c'est parce que, par exemple, ils ont permis de réfléchir sur l'application Tous Anti-Covid qu'on a eue il y a quelques années lors de la pandémie. Et d'ailleurs, ça a tellement bien fonctionné que cette entité s'est transformée en ce qu'on appelle aujourd'hui le Comité consultatif national d'éthique et du numérique, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Bien sûr. Alors justement, quels sont les outils concrets que nous tous, peut-être celles et ceux qui nous regardent justement aujourd'hui, peuvent utiliser pour vérifier les informations qu'ils reçoivent? Eh bien, heureusement, il y en a énormément des outils. Les premiers, ce sont bien évidemment les médias qui ont mis en place tout un tas d'outils justement de fact-checking. Vous avez AFP Factuel, par exemple, les décodeurs chez Le Monde, Check News sur Libération, pour ne citer que cela. Après, vous avez également, parce que les images prennent de plus en plus de place, bien évidemment, avec les IA génératives, des outils visuels, par exemple la recherche inversée avec Google Images, qui vous permet de retrouver la source d'une information. Et puis vous pouvez aussi tout simplement utiliser les IA qu'on a aujourd'hui à notre disposition, comme ChatGPT, pour essayer de remonter la source d'une information, ou du moins les croiser. En tout cas, ça peut permettre d'avoir plusieurs sources qui remontent et après de pouvoir analyser soi-même. En tout cas, le plus important, je pense, c'est de s'éduquer, d'éduquer les plus jeunes, d'éduquer les plus vieux aussi, qui sont peut-être un peu moins adeptes de ce type d'outils. Et voilà, de toute façon, tous ces sujets-là, c'est vraiment une question d'éducation. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça ? Et ben voilà, c'est le mot de la fin de cette première partie du talk. Merci beaucoup, Lisa. On fait tout de suite un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Do ants prefer Coke or Pepsi?
This is the perfect experiment because humans pick their favorite off of marketing a lot of the time because we're easily manipulated. But you know who's immune to marketing? That's right, ants. That being said, my prediction is that Coke universally tastes better, regardless if you're a human or a bug. It's crazy to me they're so light that they can walk on top of a droplet of Pepsi and it stays there like it's Jell-O. Not a lot of progress is being made. Okay, now Coke is taking a lead. It seems like they're eating it more than they're drinking it. The ants have spoken. What'd you guys think? This automatic powerless gate works with the weight of your vehicle. The hydraulics delay the gate closure by 15 seconds, giving plenty of time for trailers and floats to go through. Stock can't get in or out unless you want them to. You can, however, open the auto gate safely and with ease whilst on foot without the use of a vehicle. AutoGate is great for entries on slopes as it eliminates accidents caused by runaway vehicles. When you go on holiday, lifting of the lever disengages the outside gate ramp, making the mechanism inoperable and able to be padlocked. The gate can be operated with a left or right opening, allowing for simple installation. AutoGate is an excellent alternative to cattle grids and solar or electric gates. An innovative solution to the parking space problem, part garage, part vending machine. Et voilà pour le Zap, et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre experte aujourd'hui, Lisa de Bernard, qui a une chronique. Bien sûr, j'allais dire une chronique derrière la tête. Mais c'est presque ça, c'est presque ça, c'est la même chose. Elle a une idée derrière la tête, on écoute sa chronique. Lisa, justement, aujourd'hui, vous allez nous parler de la prochaine grande mise à jour d'Apple, iOS 26, qui va arriver là bientôt, je crois, sur tous les appareils. iOS 26 qu'on va découvrir, bah oui, c'est ça, dès cet automne, et qui pourtant fait déjà couler beaucoup d'encre. À quoi faut-il s'attendre avec cette nouvelle itération ? Eh bien, vous l'avez dit, iOS 26 fait déjà parler d'elle, et à raison, puisque Apple ne s'est pas contenté de petits ajustements pour cette mise à jour. Ce que l'on nous promet, ce n'est justement pas une mise à jour, mais plutôt un repositionnement stratégique, un changement en profondeur à la carte nouveau look, intelligence artificielle maison et un nom qui interpelle bien sûr. Mais oui, tout à fait, y compris sur ce plateau. D'ailleurs, Lisa, pourquoi ce chiffre ? Aujourd'hui, j'ai l'impression, si mes souvenirs sont bons, on est plutôt à iOS 18. Exactement, 18.5 même. Ah oui. Eh oui, j'ai reçu la notification cette nuit. Eh bien, Apple abandonne justement ce système de numérotation classique et adopte désormais l'année à venir comme référence. Donc iOS 26, vous l'aurez deviné, comme 2026. C'est une décision plutôt symbolique. Apple veut tourner une page et entrer dans une nouvelle ère. Bon, on ne va pas tergiverser trop longtemps. Dans le détail, quelles sont les promesses de cet iOS 26 ? Eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est le design philippine avec ce qu'Apple appelle Liquid Glass, un nom aussi transparent que son concept, puisque les icônes deviennent translucides, fluides, avec des reflets qui s'adaptent à la lumière. L'ensemble est plus interactif, plus immersif. Et si certains l'adorent, d'autres, en revanche, trouvent ça trop clinquant, trop chargé et s'inquiètent surtout de la lisibilité
facilité sur les réseaux sociaux. On entend déjà des voix dissonantes qui comparent ce design à celui de Windows Vista. Ça parlera peut-être aux plus anciens d'entre nous. Et certains observateurs accusent également la marque à la pomme de plagier Xiaomi, notamment sur le design qui ressemblerait un petit peu à ce que propose le constructeur chinois sur ses téléphones haut de gamme. Alors ça, c'est côté look, mais j'imagine que c'est pas le seul changement. Effectivement, le vrai enjeu, c'est bien sûr l'intelligence artificielle avec de nouvelles fonctionnalités pour Apple Intelligence, liées à maison locale et embarquée sur les appareils Apple. Alors bien sûr, la promesse initiale est toujours d'actualité, résumé de mails, réécriture de messages, mais également des nouveautés, comme par exemple la traduction d'appels en temps réel. Wow. Et oui, on n'arrête pas le progrès. Non. Et puis, autre grande annonce, il y aura également le filtrage d'appels, ce qui ne sera pas inutile. Ça permettra d'échapper aux appels indésirables avec une option baptisée Call Screening. Apple se réserve le droit de ne pas déclencher l'appel auprès de l'utilisateur tant que la personne à l'autre bout du fil ne se sera pas identifiée. Particulièrement utile, effectivement. Alors, malheureusement, on le sait, ce genre de mise à jour ne fonctionne pas toujours sur tous les appareils. Lesquels seront concernés? Alors, il faudra effectivement au minimum avoir un iPhone 15 Pro ou les modèles à venir à l'automne. Pourquoi? Parce que bien évidemment, cette intelligence artificielle a besoin de puissance et donc de la puce A17 Pro. En revanche, si vous avez un modèle plus ancien, vous pourrez tout de même faire cette mise à jour iOS 26. Vous ne pourrez en revanche pas bénéficier de ces fonctions d'intelligence artificielle. Un choix stratégique, bien sûr, mais qui alimente déjà des critiques. Ouais, évidemment, mais effectivement. Merci beaucoup en tout cas, Lisa, pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk avec comme sujet, ici, une série Netflix devenait un outil d'éducation nationale. Voilà le pari que fait désormais le gouvernement français en autorisant la diffusion de la série événement Adolescence. Et ce, dès la classe de 4e. Violence en ligne, influence masculiniste aussi, emballement numérique. Comment accompagner les jeunes sans les effrayer? Justement, avant d'en parler, on va regarder la bande-annonce de cette série qui fait beaucoup parler d'elle. Voilà pour cet extrait de cette exceptionnelle série, effectivement, qui a beaucoup fait parler d'elle. Série produite par Brad Pitt. La ministre Elisabeth Borne, Lisa, a finalement validé l'intégration de cette série, justement, Adolescence, dans les programmes via des extraits accompagnés d'une séquence pédagogique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, que c'est quand même plutôt un signal assez fort, notamment sur le fait que l'État reconnaît que les plateformes culturelles comme Netflix, justement ici, participent à la formation de l'imaginaire des adolescents. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on omet souvent justement que ces productions culturelles, finalement, elles forgent leur comportement. En général, quand on l'évoque, c'est plutôt de manière négative, par exemple, avec les jeux vidéo et la violence. Mais la réalité, c'est que ça infuse au quotidien sur un petit peu tous les sujets. En revanche, effectivement, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que au-delà de la diffusion, et de toute façon, c'est ce qui va être fait, la pédagogisation est indispensable. C'est pas la série à elle seule qui compte. Bien sûr. Mais en revanche, ça peut être un levier très intéressant pour engager le dialogue avec les jeunes. Alors, ça, c'est en France. Le Royaume-Uni, lui, a rapidement intégré cette série, justement, Adolescence, dans son système éducatif, contrairement donc à la France, qui a été quand même un petit peu plus prudente, qui a pris plus de temps. Justement, Lisa, cette différence. Outre-Manche, ils sont quand même beaucoup plus souples, et comme c'est le cas aussi dans les pays nordiques, si on prend spécifiquement le cas du Royaume-Uni, d'autres séries, d'ailleurs produites toujours par Netflix, ont été diffusées dans les salles de classe, par exemple Sex Education ou Blue Story, qui ont permis effectivement d'éduquer les élèves. Ce que ça veut dire de la France, c'est que sans grande surprise, on a quand même on est un petit peu frileux, il y a un petit conservatisme pédagogique, mais c'est aussi significatif du fait que on commence effectivement à faire un petit peu bouger les lignes, même si on est un petit peu à contre-temps. Et encore là, on n'a pas tant de retard. On a quand même eu que quelques semaines, donc bon, c'est quand même pas dramatique. Mais de manière générale, de toute façon, on le voit, par exemple, avec l'éducation aux médias et à l'information, ce qui est déjà proposé dans les collèges et lycées, qui est donc un programme qui permet de sensibiliser les jeunes. On voit que ça a été mis en place, mais que dans sa mise en œuvre effective, il y a encore des inégalités, faute de formation, de moyens corrects, etc. Donc voilà.
Certains enseignants s'inquiètent d'une instrumentalisation, je vais y arriver, des outils culturels à des fins politiques ou symboliques. Est-ce que justement un support comme Netflix aujourd'hui peut vraiment provoquer une prise de conscience durable? C'est ce qu'ils souhaitaient évidemment chez les jeunes. Je pense que ça peut l'être si effectivement il y a l'accompagnement et le cadre de réflexion qui vont avec. Encore une fois, une série, ce n'est pas un outil miracle. Elle doit servir de déclencheur. Et a priori, pour ceux qui auront déjà vu la série, elle est quand même assez corsée. Donc, j'ai du mal à imaginer que les plus jeunes restent insensibles face à ça. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit vu comme un moment juste de divertissement. Je suppose que vous et moi, à l'école, on a déjà eu, par exemple, pour les cours de langue, accès à des films. Voilà. Tout à fait. Personnellement, je me rappelle que c'était plus un moment où je me disais, bon, c'est cool, on regarde un petit film en classe. Donc, effectivement, je pense que pour que ça ait un véritable impact, il faut que ça soit vraiment très structuré et qu'il y ait un vrai dialogue mis en place derrière. Alors, Jamy, le héros de la série est peu à peu happé par des discours particulièrement violents, sexistes en ligne aussi. Ce qui pose la question forcément de comment se construisent les jeunes aujourd'hui, leur rapport au discours en ligne, leur imaginaire sur les réseaux sociaux, comment tout ça se construit ces jeux, comment ils sont influencés aussi. Et justement, certains influenceurs extrémistes captivent aujourd'hui ces jeunes. Pourquoi ? Et la question de surcroît qu'on peut se poser, c'est ils ne sont pas censurés. Eh bien, déjà, la première chose, c'est que sur ces influenceurs, effectivement, qui ont un discours extrémiste, c'est aussi un discours identitaire assez fort, avec une clarté apparente, une promesse de puissance, un sentiment aussi d'appartenance pour ceux qui vont visionner leurs vidéos. De plus, c'est quand même des gens qui maîtrisent assez bien la communication, donc c'est des formats assez courts, percutants. On les retrouve notamment sur TikTok, sur YouTube Short. Voilà, donc ce sont des armes assez puissantes pour faire passer des messages forts émotionnellement. Et puis, pour ce qui est de leur censure, le problème, et je dis le problème, mais en fait il y en a plusieurs. Déjà, le premier, c'est que les plateformes peuvent tarder à réagir pour des causes de mauvaise modération, qu'il peut aussi y avoir du côté de ces influenceurs des changements d'identité, de format qui leur permettent de migrer aussi sur d'autres plateformes qui sont peut-être aussi moins régulées. Et puis aussi, ce sont pas toujours même si ce sont des contenus qui sont toxiques, ils sont pas toujours illégaux, donc c'est difficile de les évacuer de ces plateformes. En revanche, là encore, faut pas tout voir en noir parce que des mesures commencent à être prises, notamment au cours de ces derniers jours. On a eu la commission d'enquête sur TikTok à l'Assemblée nationale qui justement a réuni tout un tas d'acteurs de ces plateformes, y compris justement des influenceurs, pour ne citer par exemple que Adé Laurent ou Alexis Chen, qui parleront certainement aux plus jeunes qui suivraient l'émission, qui sont catégorisés comme étant pas les contenus les plus éducatifs, voilà, pour rester poli. Alors la série aussi met en lumière l'emprise, on l'a dit, que certains discours ont chez les jeunes et notamment chez les jeunes garçons. Est-ce qu'on a assez travaillé, Lisa, la place des garçons dans les programmes de sensibilisation ? On parle régulièrement de la place des filles dans les métiers du numérique et de l'intech. On parle régulièrement de l'éducation sexuelle et justement de l'importance du consentement, etc. Mais quelque part, là, on se rend compte que le problème vise plutôt les garçons. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant dans la série. Est-ce que justement, leur place a été assez mise dans la sensibilisation ? Là, je pense que c'est surtout une question de repenser en fait l'éducation de manière générale. Les garçons qu'on élève dans un objectif d'être à la fois solide, viril, voire dominant. Donc, c'est pas tellement sur la sensibilisation à telle ou telle chose. C'est une manière de repenser l'éducation de manière générale. Et ben voilà, là aussi, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Lisa. Ça s'appelle Adolescence et ce sera donc bientôt diffusé à partir de la classe de 4e dans l'éducation nationale et dans les programmes. Merci encore à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Lisa. Merci à vous de nous avoir suivis, ainsi qu'à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, comme tous les jours, dès demain, dès 12h30, on se retrouve sur l'École du Futur, sur School TV. D'ici là, passez une bonne journée. Ciao.